Bonsoir à tous, je suis donc docteur en chimie des matériaux, mais aussi snipeuse de la cellule. Et ma précision, je ne la dois pas à un fusil ultra sophistiqué avec lunettes de visée et stabilisateur. Je la dois aux nanoparticules, des outils qui me fascinent depuis mes études et que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui. Mais pour bien comprendre à quoi ces outils peuvent servir, il faut d'abord penser un moment pas hyper cool, quand on est malade. Quand ça nous arrive, soit on guérit tout seul, soit il nous faut prendre un médicament. Et dans ces cas-là, il est souvent recommandé de lire la notice. Galère numéro 1, sortir la notice de sa boîte sans que toutes les plaquettes de pilules sortent avec. Et galère numéro 2, déplier les 12 km de papier hyper fin et la mettre dans le bon sens pour réussir à lire les informations. Et une fois qu'on a tout dans le bon sens, bim, on se rend compte qu'on a des effets secondaires éventuels. Ça vient du fait que, fondamentalement, un médicament est un poison. Il l'est pour l'élément qui crée la maladie. Par exemple, dans le cas de la grippe, il s'agit d'un virus. Mais il l'est aussi pour nos cellules saines, celles qui vont bien et qui n'ont rien demandé à personne. Donc, si le médicament poison les atteint, il peut les endommager et à nous les effets secondaires. Et ça, malheureusement, ça peut arriver. Parce que la plupart de nos pilules délivrent le médicament sans précision. Il faudrait donc trouver un moyen de l'emmener exactement là où notre corps en a besoin. Et c'est là que des chercheurs comme moi entrent en jeu avec ces outils, les nanoparticules. Je vais encore devoir faire un petit aparté, cette fois-ci une question d'échelle, car ici, la taille compte. Oups. Nous nous situons ici, au mètre. En tout cas, c'est là que je suis avec ma taille de hobbit. Mais si nous descendons de 3 crans sur cette échelle, nous arrivons au millimètre. On parle aussi de 10 puissance moins 3 mètres. À cette échelle-là, on va plutôt retrouver les fourmis, d'environ 5 mm. Si on descend encore de 3 crans sur cette échelle, on arrive à 10 puissance moins 6 mètres. On parle alors de micromètres. Là, on va retrouver des cellules d'environ 10 micromètres ou des bactéries d'environ 1,5 micromètres. Et si on descend encore de 3 crans, là on arrive à 10 puissance moins 9 mètres. Et c'est là qu'on parle de nanomètres. Dans cette zone-là, on va retrouver des virus, comme par exemple le virus de la grippe, qui fait environ 100 nanomètres. Mais aussi nos fameuses nanoparticules, qui peuvent aller jusqu'à 100 nanomètres. Ici, je vous ai représenté à l'échelle une cellule, une bactérie et une nanoparticule de 100 nanomètres, car plus petit, on ne la voyait plus. Et c'est justement là-dessus que je veux attirer votre attention. La nanoparticule est beaucoup plus petite que la bactérie ou que la cellule. Elle peut donc rentrer à l'intérieur. Donc elle pourrait emmener un médicament poison avec elle à l'intérieur. Et ça pourrait tuer une bactérie indésirable ou une cellule malade, comme une cellule cancéreuse. Donc en fait, ces nanoparticules, elles seraient en quelque sorte des nanotaxis à médicaments. Et si on les rend assez efficaces, on pourrait même en faire des super nanotaxis à médicaments. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça génial et c'est pour cela que j'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine. Et quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 grands challenges à relever pour faire des nanoparticules, des bons nanotaxis à médicaments. Challenge numéro 1. Faire en sorte que la nanoparticule ne pénètre que dans la cellule ou la bactérie visée. C'est ce qu'on appelle une problématique de ciblage. Dans ce cas-là, il faut en quelque sorte maquiller la nanoparticule pour que la cellule ou la bactérie la reconnaisse et la laisse entrer. Un peu comme Robin des Bois qui se déguise et se maquille en voyante pour rentrer dans le carrosse du prince Jean. Challenge numéro 2. Faire en sorte que la nanoparticule ne libère le médicament qu'une fois à l'intérieur de cette cellule ou de cette bactérie. C'est ce qu'on appelle une problématique de libération. Et c'est un peu plus mon domaine, donc je vais développer. Pour les fans de Pokémon parmi vous, on va parler d'évolution. Donc au tout début, quand on s'est dit que les nanoparticules pouvaient être de bons nanotaxis, on les a prises, on a pris des médicaments, on les a mis à l'intérieur et on a regardé ce qu'il se passait. Et on s'est rendu compte que les médicaments sortaient un peu comme ils voulaient des nanoparticules. On appelle ça de la libération par diffusion.
Et ça ne nous arrangeait pas trop, puisque ça voulait dire que le médicament était de nouveau libéré sans précision. On a donc cherché à faire évoluer nos nanoparticules et à les rendre sensibles à leur environnement. Par exemple, l'intérieur de notre estomac est très acide. Des chercheurs ont donc développé des nanoparticules qui ne libèrent les médicaments que quand l'acidité autour d'eux augmente. Autre exemple, dans le cas du diabète de type 1, le patient ne peut plus éliminer le sucre sous forme de glucose parce qu'il ne produit plus d'insuline. Des chercheurs ont donc développé des nanoparticules qu'ils ont chargées en insuline et qui ne les libèrent que quand la quantité de glucose autour d'elles est élevée. On parle alors de libération par un stimuli interne. C'est un changement de condition à l'intérieur de notre corps qui dit à la nanoparticule « largue le médicament !» Et ça, c'était déjà pas mal. Mais chez les Pokémon, il y a 3 évolutions, on a voulu faire pareil. On s'est dit que ça serait chouette si on arrivait à déclencher la libération du médicament à distance. Un peu comme quand on déverrouille une voiture en appuyant sur la clé. C'est ce qu'on appelle une libération par stimuli externe. Et c'est précisément sur ce type de nanoparticules que j'ai travaillé pendant ma thèse. La voici. Il s'agit d'une nanoparticule cœur-coquille. Nous avons donc le cœur, une nanoparticule en fer de 20 nanomètres. Elle a 2 particularités. Tout d'abord, elle est visible par IRM, ce qui nous permet de la localiser et de la tracer dans le corps. Deuxième particularité, elle libère de la chaleur quand on applique un champ magnétique ou un rayon infrarouge. En d'autres termes, si Magnéto ou Cyclope viennent l'exciter, elle chauffe. Deuxième élément, la coquille, ici en silice. Elle aussi a 2 rôles. Tout d'abord, elle est là pour protéger le cœur. Mais elle a aussi des porosités, des sortes de cavernes à l'intérieur desquelles on pourrait mettre des médicaments. Et mon rôle pendant ma thèse, c'était de venir fermer ces cavernes avec une porte thermorépondante. Une porte qui ne s'ouvre que quand la température augmente. Voici le schéma que je présente habituellement en conférence à mes collègues pour leur expliquer l'hypothèse derrière mon travail de thèse. Nous avons donc notre nanoparticule, le cœur en fer, la coquille en silice avec ses porosités, à l'intérieur desquelles on a mis un médicament et qu'on a fermé avec cette porte thermorépondante. Quand on applique un champ magnétique ou un rayon infrarouge, le cœur en fer est excité, donc il chauffe, donc la température augmente, donc les portes thermorépondantes s'ouvrent, et on a la libération du médicament, contrôlée grâce à un stimuli externe. En tout cas, ça c'est la théorie, parce que je peux vous dire qu'en pratique, il y a encore beaucoup de travail pour atteindre ce niveau de précision. Mais tant qu'il y aura des financeurs et des équipes aussi motivées que la mienne, qui m'ont soutenue pendant ces 3 ans de thèse, je garde espoir. Et je sais qu'un jour, nous les obtiendrons, nos super nanotaxis à médicaments. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je vais vous parler de lumière pour libérer des médicaments. Et la première chose qu'on va faire ensemble, c'est un peu de regarder pourquoi on prend un médicament. Très souvent, on prend un médicament pour traiter une pathologie, hein, c'est quand même ça le but. Et je vais prendre une pathologie, par exemple, au niveau des poumons. On va prendre l'asthme, c'est quelque chose que malheureusement je souffre d'un peu d'asthme. Et donc, on va prendre des médicaments. Et alors, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a différents modes d'administration. Donc, il y en a qu'on préfère par rapport à d'autres, souvent, en tant que patient. Mais le mode d'administration, en fait, ça permet souvent d'amener le médicament de façon préférentielle dans l'organe qui doit être traité. Donc ça, c'est le mode d'administration classique. Et comme vous savez sans doute, quand on prend un médicament, on a parfois des effets secondaires. Donc pour regarder un petit peu, pour comprendre un peu mieux les effets secondaires, je vais prendre un concept assez simple de chimie médicinale. C'est le concept de clé et de serrure. Donc en fait, il faut imaginer qu'un médicament, c'est une molécule, donc ça va être une clé. Et cette clé, elle va agir sur une serrure. Et en l'occurrence, cette serrure, ça va être soit des protéines, soit d'autres constituants de vos cellules qui sont impliqués dans la pathologie. Et donc, on imagine bien que le médicament va agir sur la serrure et donc avoir un effet bénéfique sur la pathologie.
Un des problèmes, c'est une des raisons, c'est pas la seule, des effets secondaires. Un des problèmes, c'est que souvent la clé n'ouvre pas qu'une serrure, elle peut ouvrir d'autres serrures. Et donc ça, c'est problématique pour les effets secondaires, et en particulier ici, quand vous avez un effet hors pathologie, donc un effet qu'on appelle secondaire. Donc comme vous l'a dit Joël tout à l'heure, il y a différentes stratégies qui sont développées aujourd'hui pour mieux avoir moins d'effets secondaires. Une des façons, c'est de cibler le médicament, qu'il n'aille que là où il doit agir. Et l'autre façon, c'est d'activer le médicament à l'endroit où il y a la pathologie, c'est-à-dire que le médicament est inactif partout, sauf là où il va s'activer, là où il y a la pathologie. En fait, ce concept, il a plus de 70 ans. Enfin, non, il n'a pas encore 70 ans, il va bientôt avoir 70 ans. C'est un concept assez ancien qu'on appelle le concept de prodrogue. Et si vous imaginez un médicament, alors je reprends ma clé, maintenant je l'ai transformée en caravane. Et l'idée, en fait, c'est de modifier le médicament, par exemple en lui mettant une voiture à l'avant. Et la modification va faire que le médicament est inactif. Et nous, en tant que chimistes, souvent ce qui se passe, c'est qu'on crée ou on casse une liaison entre le médicament et ce qui a servi à souvent l'inactiver. Et donc, ça, c'est le concept de prodrogue. Et aujourd'hui, sur le marché, il y a à peu près 5% des médicaments qui sont utilisés, qui utilisent ce concept de prodrogue. Moi, en tant que chercheur, ça fait pratiquement 20 ans que je m'intéresse en fait à casser des liaisons. Donc finalement, c'est un peu la même chose. C'est casser des liaisons, mais pas sous l'action d'un stimuli, enfin endogène, c'est-à-dire pas comme la prodrogue, c'est pas votre corps qui décide de casser la liaison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de casser la liaison avec la lumière. Et donc, l'idée, c'est en fait ce qu'on développe depuis des années. On développe en fait des molécules qui sont capables de casser une seule liaison chimique sous l'action de la lumière. On appelle ça vulgairement des groupements protecteurs photolabiles que je vais appeler GPP ici. Et donc, l'idée du projet ANR qu'on a développé, c'est d'utiliser en fait la lumière pour casser une liaison et pour libérer un médicament. Alors, quand on parle de lumière, on parle de couleur, ok ? Et ben, en fait, toutes les couleurs de la lumière ne peuvent pas être utilisées de la même façon pour cette stratégie. Alors, on part du violet vers le rouge. Vous savez qu'avant le violet, il y a l'ultraviolet. Alors, l'ultraviolet, ça ne nous intéresse pas. Parce que vous savez tous, par exemple, vos parents vous disent toujours « mets de la crème quand tu vas au soleil », parce qu'en fait, les UV sont nocifs pour nos cellules. Et donc, ce n'est pas ça qu'on veut utiliser. Ensuite, on peut utiliser la lumière du visible, mais le rouge est beaucoup plus intéressant. Et encore, si on va un peu plus loin que le rouge, on va dans l'infrarouge, c'est encore plus intéressant. Parce qu'en fait, cette lumière-là, elle est capable de traverser de mieux en mieux nos tissus, nos cellules, et en fait d'aller plus en profondeur. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est de développer des systèmes qui peuvent casser une liaison, soit avec le rouge, soit avec l'infrarouge. Malheureusement, ce qu'on est capable de faire pour casser une liaison, c'est avec du bleu. Ça marche bien, le bleu. Ça, on le sait faire. En tant que chimiste, on sait faire des molécules qui cassent des liaisons avec du bleu. Mais avec le rouge, on n'y arrivait pas. Et alors, on s'est dit, l'idée du projet ici, c'était d'utiliser en fait des nanoparticules, alors de type lipidique. Vous entendrez parler de lipides tout à l'heure, donc vous penserez à moi. On a utilisé des nanoparticules lipidiques un peu particulières qui sont capables de transformer de la lumière rouge en lumière bleue. Et bien là, bingo, en utilisant ce type de nanoparticules et en mettant à la surface des médicaments qui ont des liens clivables avec la lumière bleue, on s'est dit, on devrait avoir un système qui, lorsqu'on envoie de la lumière rouge, va libérer un médicament. Ça, c'est le concept du projet. OK ? Donc, pour valider le concept, en fait, il faut trouver une pathologie facile à analyser. Alors, le plus simple, en fait, c'est de libérer une molécule anticancéreuse, parce qu'il n'y a rien de plus simple que de tuer une cellule avec une molécule. C'est facile à analyser. Donc, on a choisi de libérer des molécules anticancéreuses, et en particulier une molécule qu'on appelle le melphalon, qui est utilisée en clinique. Donc, on a fait des particules qui, grâce à la lumière rouge, libèrent en fait la molécule anticancéreuse. Alors, je vous ai dit avant le concept, donc après, il faut le démontrer. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a développé donc, ces particules qu'on peut donner à des cellules cancéreuses. On les administre, il ne se passe rien. Elles sont contentes, elles ne meurent pas. Dès qu'on envoie de la lumière, elles vont mourir, parce qu'elles vont
la molécule anticancéreuse va être libérée de la particule et va donc pouvoir agir sur ces cellules et les tuer. Je vous ai dit, en fait, la lumière, elle peut traverser, mais elle traverse quelle distance? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Donc, comment est-ce qu'on a pu se poser cette question? On est allé voir notre boucher favori, on lui a demandé de faire des couches de steak d'épaisseur donnée, et en fait, on lui a dit, bon ben voilà, on va tester, on va mettre de la lumière en face de la couche de steak et savoir est-ce qu'on peut traverser ou pas. Et bien, on a réussi à traverser 1 centimètre tout en tuant les cellules, c'est déjà pas mal. C'est déjà intéressant. Et donc ensuite, on a validé ça, ce qu'on appelle une validation in vivo. Donc on a pris une tumeur et on a montré que la tumeur, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle a envie de croître, elle a envie de grossir. Donc en absence de lumière, quand on traite, ben, elle fait ça. Elle grossit, à peu près de la même façon que si on ne mettait pas de particules. Par contre, dès qu'on envoie de la lumière, au 1er jour, au 5e jour, au 10e jour, ben vous voyez qu'en fait, ici sur le graphe, ben la tumeur elle a plus tendance à grossir, donc on a réussi à inhiber en fait sa croissance. Donc un projet de recherche, c'est évidemment une aventure humaine avant tout. Donc il faut vraiment remercier les protagonistes. Alors là, c'est un projet ANR, donc en fait c'est un consortium. On s'est mis à plusieurs chercheurs pour travailler avec différentes disciplines. Alors vous avez des biologistes, des spécialistes des nanoparticules lipidiques, des physiciens, des chimistes, et évidemment aussi des étudiants, parce que ça, des étudiants qui ont pu faire leur thèse, Juliane, Maxime, Anaïs qui a été postdoc sur ce projet. Et donc c'est grâce à eux qu'on a pu faire avancer ce projet. C'est eux qui ont fait les travaux, la majeure partie des travaux. Sur ce travail. Je tiens évidemment à remercier l'ANR pour le financement du projet, le CNRS et l'Université de Strasbourg également. Et je vous remercie. Merci pour cette introduction. Alors comme vous l'avez dit, je vais vous parler de la guerre de Troie et des antibiotiques. Alors, tout d'abord, je vais aller beaucoup plus loin dans le passé que la guerre de Troie. Je vais même aller jusqu'à 4,5 milliards d'années. Et pourquoi? Parce que finalement, quand on parle d'antibiotiques, on parle aussi de bactéries. Et ces bactéries, elles sont apparues finalement assez tôt dans le développement de la biosphère, puisque 1 milliard d'années seulement après la formation de la Terre, les premières bactéries sont apparues. Et on a tendance souvent à penser que les bactéries sont des êtres un peu invasifs, mais nous sommes apparus finalement qu'à peu près il y a 500 000 ans. Donc la réalité, c'est que c'est les humains qui sont apparus dans un monde qui était alors régi par les bactéries. Et de fait, les humains sont devenus un peu, et les bactéries sont devenues un peu colocs d'un monde complexe. Et comme vous le savez peut-être, pour ceux qui ont déjà fait des colloques, il y a 2 types de colloques. Donc, il y a les colloques sympathiques, où on rigole bien, tout le monde fait les courses, on remplit le frigo, on fait des repas ensemble. C'est ce qu'on appelle, pour le cas des bactéries des hommes, les bactéries symbiotiques. La relation entre l'homme et la bactérie se passe bien. Et puis, ce n'est pas une expérience personnelle, il y a les colloques qui se passent mal. C'est-à-dire que non seulement personne ne fait les courses, personne ne fait le ménage, mais en plus finit par casser le frigo. Et ça, c'est les bactéries pathogènes. Et c'est ces bactéries qui donc conduisent à des maladies. Et ces bactéries pathogènes, elles ont conduit quand même dans l'histoire à l'émergence de pathologies extrêmement graves, à des épidémies comme la peste, comme le choléra, ou alors la tuberculose. C'est oublié parfois, en essayant de montrer les bactéries comme des êtres vivants particulièrement nocifs, qu'elles-mêmes sont soumises à un stress permanent au sein de l'environnement, soit par les conditions qu'elles vont rencontrer, par le fait qu'il existe des virus qui attaquent les bactéries et dont elles sont victimes, mais aussi d'autres bactéries, puisque les bactéries, lorsqu'elles essayent de conquérir une nouvelle niche écologique, elles vont faire face à d'autres bactéries qu'elles vont devoir détruire, à défaut d'être détruites elles-mêmes. Et lorsqu'il s'agit d'une bactérie pathogène, évidemment, elle va rencontrer le système immunitaire de son hôte et désormais les antibiotiques. Et si on résume ça, une bactérie, c'est un système vivant.
qui est protégé par ce qu'on appelle une membrane. Alors, on verra tout à l'heure ce que c'est une membrane, c'est constitué de lipides. Mais c'est ce qui permet d'isoler ce qui est vital pour la bactérie du milieu qui l'entoure, qui est un milieu hostile. Et de par le fait, on peut comparer cette bactérie à la ville de Troie et sa membrane à la muraille qui l'a protégée pendant près de 15 ans des assauts des troupes grecques. Et il se trouve que les antibiotiques, et en particulier chez certains types de bactéries, ont du mal à traverser cette membrane pour atteindre les cibles qui sont à l'intérieur de la bactérie. Un peu comme les soldats grecs qui ont eu beaucoup de mal à rentrer dans la cité de Troie. Et évidemment, l'histoire montre que le plus facile, c'est de passer par la porte. Et comme vous le savez, après le petit cheval de bois rempli de soldats, la cité de Troie est finalement tombée. Alors, pourquoi pas faire la même chose ? Garnir un cheval de Troie avec notre antibiotique. Alors, encore faut-il savoir quel cheval de Troie et savoir quelle porte utiliser. Alors, des portes, il y en a beaucoup dans une bactérie, et en particulier des portes à l'intérieur de cette membrane qui vont lui permettre d'acquérir les nutriments. Alors, évidemment, une bactérie ne mange ni sandwich, ni glace, ni salade. C'est une vue de l'esprit, c'est pour vous montrer que des tas de nutriments différents peuvent passer par ces différentes portes. Et l'idée ici, c'est d'accrocher l'antibiotique à ces nutriments avec l'espoir que l'antibiotique pénètre plus facilement en utilisant les portes. Mais quels nutriments utiliser ? Évidemment, sandwich, glace, etc. Eh bien, il faut un nutriment qui est essentiel, non substituable et de préférence non toxique pour l'être humain. Alors, il y en a un qui est particulièrement important, c'est le fer. Le fer, il est effectivement essentiel, non substituable et non toxique pour l'être humain. Par contre, il est peu biodisponible. Donc les bactéries, elles ne peuvent pas acquérir le fer comme ça, tout seul, qui se présente dans le milieu extracellulaire. Alors pour ça, l'évolution les a dotés d'un mécanisme qui utilise des molécules qu'on appelle des sidérophores. Alors là, c'est du grec. Ça vient de sidéros et puis de ferréine. C'est des molécules qui transportent le fer. Alors, ces molécules qui transportent le fer vont, elles, pouvoir passer librement à travers ces portes et permettre à la bactérie de subvenir à ses besoins en fer. Alors maintenant, je vais vous montrer des structures chimiques. Alors, ça peut effrayer peut-être certaines personnes, mais c'est un peu une nécessité pour présenter le sujet. Donc, c'est des molécules qui ont des structures assez complexes, mais c'est ces structures-là qui vont réussir à capter le fer. Alors là, vous voyez la même molécule ici qui s'est enroulée autour du fer, un peu comme un serpent qui s'enroule autour d'un rongeur avant de le dévorer, et il va former un complexe très stable qu'on appelle un sidérophore ferrique. Et bien c'est cette molécule-là qu'on va doter d'un antibiotique afin que le complexe ferrique puisse rentrer à l'intérieur de la bactérie. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir un antibiotique du coup qui serait plus actif puisqu'il est à même de traverser la membrane. Alors en 2001, lorsque j'ai présenté ce projet, on va dire qu'il y avait un peu de scepticisme. Et on va dire que, pour utiliser un autre mot en isme, c'était un euphémisme. Mais bon. Alors après presque 20 ans de recherche, on a quand même développé quelques molécules. Donc, vous avez regardé les parties sidérophores là, qui apparaissent complexes, à chaque fois l'antibiotique autour. Alors, toutes ces molécules n'ont pas été faites chez nous. Hein. Il y a des molécules ici qui ont été faites chez nous. Celle-ci, c'est un collègue allemand. Ceci, un collègue américain. Mais en tout et pour tout, c'est qu'en 2017, on avait quand même réussi à augmenter de 1000 fois l'efficacité des antibiotiques transportés grâce à cette technologie. Et alors, comme souvent, à partir du moment où on peut être sceptique, dubitatif, mais à partir du moment où ça marche, ça finit par intéresser les gens. Et en particulier, ça finit par intéresser l'industrie. Et donc en 2017, il y a 3 molécules qui ont été développées. Donc on a participé d'ailleurs au développement de celles-ci. Et ces molécules ont été testées. Certaines sont tombées malheureusement pour des essais, pour des problèmes de toxicité. Mais il y en a une qui a été mise sur le marché en 2019. C'est le céphidérocol. Alors, le nom commercial, c'est Fetroia. Ils ne sont pas allés chercher très loin. C'est Ferric Trojan Horse. Donc, c'est le cheval de Troie ferrique. Ils ne sont pas allés chercher bien loin pour le nom
nom commercial. Et c'est aujourd'hui un des antibiotiques de dernier recours contre les infections résistantes. Et alors en 2019, en France, ça a sauvé quand même 1600 patients qui étaient en impasse thérapeutique pour les infections très résistantes. Donc souvent, on me demande, mais finalement, il y a quand même beaucoup de différences entre ce que développe l'industrie et ce que vous développez vous. L'industrie, elle développe des structures plutôt simples, alors que vous enquiquinez quand même avec des trucs très compliqués, ma foi. Mais en fait, sans prendre le melon, ben, il faut comparer les choses qui sont comparables. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le prêt-à-porter et il y a la haute couture. Alors, le prêt-à-porter, ça doit aller à tout le monde, ça doit être facile à faire, pas cher à faire. La haute couture, personne ne mettra jamais ça. Par contre, ça permet de tester les limites d'un concept. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la recherche académique. Et l'avenir, qu'est-ce que c'est? Donc on a montré que la stratégie cheval de Troie, ça fonctionne. Maintenant, le but, ça va être d'atteindre les bactéries les plus critiques, d'avoir un ciblage plus précis, on en a discuté tout à l'heure, et d'avoir une libération contrôlée de l'espèce active. Et pour l'antibiotique qu'on va utiliser, aujourd'hui, on utilise principalement des antibiotiques de l'arsenal classique, mais ce qui est actuellement à l'œuvre dans nos labos, c'est l'étude de métallo-antibiotiques, c'est des antibiotiques qui contiennent des métaux, qui ont une activité très importante sur les bactéries, des photosensibilisateurs pour faire de la thérapie photodynamique, des nanoparticules, des protéines ou des ARN qui peuvent fournir des nouvelles approches antibactériennes. Et comme mes collègues, je ne serais rien, et ce sujet ne serait rien sans l'équipe qui l'a développé autour de moi. Et si la recherche, ben, c'est effectivement des hommes et des femmes, c'est aussi des financements. Alors l'ANR qui nous a financés dans le cadre de ce projet, mais beaucoup d'autres agences de financement. Voilà, et je vous remercie.